Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition spéciale consacrée à l'Ukraine, 20e jour ou 21e jour des combats en Ukraine sans pouvoir établir des bilans exacts, ni des mots, ni des blessés, ni des morts, ni des blessés des deux camps, tant les informations sont difficiles à vérifier. Le couvre-feu est en vigueur dans la capitale Kiev, ce qui n'empêche pas la poursuite des combats dans d'autres villes clés du pays, telles que Kherson et Mariupol, qui vivent au rythme des explosions, multipliant le nombre des réfugiés devenus un véritable problème pour les pays voisins et le CICR. Poutine impose à son tour des sanctions contre les dirigeants américains, mais conserve intacte sa morale. Quel impact auront ces sanctions sur les dirigeants américains? Il confirme par la même occasion que Kiev envisageait sérieusement l'acquisition des armes nucléaires. Les masques tombent et les langues se délient. Des nazis ont bien été entraînés en Ukraine. Que valent toutes ces déclarations et toutes ces affirmations? Comment prendre du recul sans risquer de se faire entraîner dans le terrain glissant de la propagande? C'est ce que nous tenterons humblement ce soir de faire avec nos amis. Nous aurons avec nous par téléphone depuis Lomé, au Togo, Nicolas Kofigan, analyste politique et directeur de l'agence Presse Afrique Monde. Et Monsieur Kofigan, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, Monsieur Kofigan, bonsoir. Et nous aurons par Skype avec nous aussi à partir de Tunis, Monsieur Karim Ben Saïd, journaliste tunisien. Monsieur Karim et Monsieur Kofigan, merci Monsieur de vous joindre à nous. Mes chers auditeurs, mes chers téléspectateurs, merci également de vous joindre à ce débat. La question première qui va donc se lancer, ce sont les négociations qui se poursuivent, des négociations par visioconférence. On parle depuis quelque temps de négociations, d'optimisme, mais comment être optimiste aujourd'hui alors que l'Ukraine refuse toujours la clause qui stipule justement la neutralité? L'Ukraine refuse toujours de faire partie de cette neutralité. Ma question s'adresse à vous, Monsieur Karim Ben Saïd. Alors bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous. En fait, d'abord, avant tout, j'aimerais peut-être faire un discours un petit peu candide, peut-être, mais allez-y, faites-le. Voilà, mais je dois préciser que la guerre ne profite à personne. Je ne sais pas qui disait, mais que la finalité de la guerre, à la fin d'une guerre, on se met tous autour d'une table et on négocie. Alors autant commencer directement par les négociations et éviter ainsi toute guerre. Donc la guerre est terrible pour les civils, évidemment, mais aussi à long terme sur le plan géopolitique des deux pays. Alors, maintenant, la crise ukrainienne et la guerre, finalement, ce n'est plus une petite crise passagère entre les deux, mais véritablement une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors, il y a d'un côté la Russie qui finalement pense qu'il faudrait aller jusqu'au bout pour protéger ses frontières, puisque la Russie se sent aujourd'hui menacée. Et là, j'aimerais ouvrir des guillemets par rapport au traitement médiatique qui se fait notamment sur la guerre donc en Ukraine par les médias européens. L'idée véhiculée dans les médias, c'est vraiment de dire que Poutine est un faux allié qui veut véritablement envahir, faire revenir la grandeur de la Russie, de l'URSS, mais la vérité est beaucoup plus complexe que cela. C'est quelqu'un finalement qui veut protéger les intérêts de la Russie. Alors de l'autre côté, il y a évidemment l'Ukraine, un pays indépendant qui dispose aussi de ses propres règles, de sa propre constitution et de sa volonté. Mais effectivement, quand on est en présence d'une guerre, eh bien, et surtout quand on est, lorsque nous sommes en position de faiblesse, eh bien, on est obligé de négocier. Aujourd'hui, on essaie de rassurer un petit peu la Russie sur le fait que l'Ukraine ne va pas intégrer l'OTAN, ne va pas intégrer évidemment l'Union européenne, mais ces assurances ne suffisent pas. Il faut du concret pour Moscou. Il faut qu'il y ait véritablement un engagement de l'Ukraine de ne pas finalement aller vers les alliés des États-Unis. Et là,
effectivement, il y a un problème puisque ces garanties ne sont pas réunies pour que Moscou interrompe son opération militaire en Ukraine. Oui, alors je me tourne vers vous, Monsieur Nicolas Kofigan. Pensez-vous aujourd'hui qu'on pourra désamorcer ce conflit russo-ukrainien avec des négociations, d'autant plus que ces négociations, quelque part, piétinent et prennent beaucoup de temps? On ne peut pas alors dire que au 21e jour de la guerre, les négociations peuvent résoudre la situation, dans la mesure où Poutine est dans une vision. Cette vision, c'est de mettre à terre l'Ukraine. Cette vision, c'est de punir, entre guillemets bien sûr, le président ukrainien. Et en voulant punir le président ukrainien, Zelensky, il punit toute une population de plus de 25 millions d'habitants. Le problème ici aujourd'hui, c'est que Poutine a le vent en poupe. Poutine a le vent en poupe. Vous voyez, il fait des déclarations que si il y a la guerre, il faut que toutes ces conditions soient prises en compte. Or, on ne va pas à la table de négociation pour dire que, pour vouloir que toutes les conditions que vous voulez soient prises en compte. En négociation, il faut aller au conciliabule, il faut s'écouter et il faut prendre des décisions. Mais là où nous sommes, Poutine n'écoute personne, Poutine a une vision et il serait difficile que ces négociations puissent aboutir. N'en déplaise. Il faut reconnaître aujourd'hui que le président Poutine, dans sa folle vision d'anéantir l'Ukraine, est en train de détruire presque une partie d'un continent, et c'est ce qui est déplorable. Et déplorable en ce sens que cela va avec toutes les conséquences économiques et autres, et des pertes de vies humaines. Et c'est ce qui est plus grave. Vous avez aujourd'hui, on parle de neutralité de l'Ukraine, et que l'Ukraine veut aller à cette neutralité. Mais si l'Ukraine va aujourd'hui à la neutralité, est-ce qu'on voit ce que demain sera fait? Parce que si l'Ukraine devient neutre, donc ce qui veut dire que la Russie aura toujours une même mise sur l'Ukraine, parce que ce qu'elle décidera, ou bien ce que Poutine décidera, c'est que ce que l'Ukraine va faire dans le futur, ou ce que la Russie décidera, c'est ce que l'Ukraine va faire dans le futur. Alors là, moi, je pense aujourd'hui qu'il faut aller à une autre volonté de puissance pour faire comprendre à Poutine que la force ne résout pas tout, et qu'il faut aussi la géopolitique pour résoudre les choses. Et de la géopolitique, il faut avoir il faut voir les côtés positifs pour les pays, pour les peuples, et mieux amener à la paix. Sans ça, vous conviendrez avec moi que Poutine joue avec le feu. Parce qu'aujourd'hui, il est en train d'anéantir l'Ukraine, mais demain, je pense qu'il va vouloir anéantir notre pays, et ça lui sera fatal. Oui, justement, les négociations se poursuivent. D'ailleurs, du témoignage même du chef des négociateurs russes, il disait qu'il y avait quand même des espoirs ou un espoir d'aller vers un accord d'ici le mois de mai. Alors lui, il prolonge carrément la durée jusqu'au mois de mai. Est-ce que cela suppose, entre guillemets, que ce conflit ou cette opération va durer encore longtemps avant de voir les deux parapher un accord de paix? En fait, il faut reconnaître aujourd'hui que Poutine a échoué. Le plan de Poutine était d'annexer d'une manière la plus rapide l'Ukraine, mais Poutine est confronté aujourd'hui à la résistance des Ukrainiens, ce qui fait aujourd'hui qu'il comprend qu'il faut aller à la table de négociation. C'est pourquoi? Parce qu'avant, pour Poutine, il fallait seulement anéantir l'Ukraine et totalement. La résistance de la population ou bien des forces kurdes ukrainiennes, du moins, pardonnez-moi, des forces ukrainiennes, fait aujourd'hui que Poutine veut aller à la table de négociation. Sinon, vous conviendrez avec moi que c'est pour la première fois que les fonctionnaires en Russie ne seront pas payés. Et Poutine, aujourd'hui, au cours d'une conférence de presse, a promis aider financièrement les fonctionnaires pour faire face aux sanctions économiques de l'Occident. Donc, ce qui veut dire que les sanctions déjà prises par l'Occident commencent à peser en Russie. Et pour se voiler la face, il prend une décision aujourd'hui de donner une aide financière face à occidentale. Ce qui veut dire aujourd'hui que sans ça, il commence à sentir les effets de la sanction. C'est pourquoi il veut aller à la table de négociation pour dire aujourd'hui que l'Ukraine est complètement anéantie. L'Ukraine est anéantie, mais Poutine n'a pas réussi. Il est confronté à des difficultés aujourd'hui.
à cause de la résistance ukrainienne. Et voilà pourquoi il veut aller à la table de négociation. Mais aller à la table de négociation avec des conditions préétablies, cela c'est un problème. C'est pourquoi je dis aujourd'hui qu'une chose, ce n'est pas d'annexer l'Ukraine, de détruire l'Ukraine, mais l'autre, c'est de voir devant quelles seront les causes économiques par la suite. C'est ce que Poutine n'a pas pesé. Oui, Monsieur Kofi-Gan, Nicolas. Alors, comment expliquer aujourd'hui que l'aspect ou la clause qui porte sur la neutralité semble avoir tellement du mal à passer du côté ukrainien? Alors, selon vous, pourquoi Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, n'accepte pas de voir et de négocier cette clause, c'est-à-dire de voir quels sont les avantages qu'il pourrait y avoir et qu'il pourrait donc soutirer de cette clause au lieu de camper sur ses positions? Y aurait-il d'autres forces qui seraient derrière Zelensky ou agit-il seul concernant ces décisions, plus particulièrement? Monsieur Kofi-Gan, il faut aujourd'hui que le président Zelensky avait ou bien a toujours le soutien d'une manière ou d'une autre des Occidentaux. Même si ce soutien n'est pas militaire, d'une manière ou d'une autre, il y a des envois de missiles et autres qui passent, qui vont en Ukraine. Ne nous trompons pas. Mais à côté de ça, il n'y a pas encore de ressources humaines militaires dont l'Ukraine bénéficie. Mais à côté de ça, il faut reconnaître aujourd'hui que Poutine aussi a un problème. C'est quoi? C'est l'aéroport de la seconde ville qu'il devait attaquer. Lorsqu'il voulait attaquer cet aéroport, il voulait prendre cet aéroport pour faire une base aérienne de ravitaillement. Malheureusement, ils ont bombardé l'aéroport. L'aéroport est impraticable. Ce qui fait aujourd'hui que sur le plan de logistique, déjà, l'Ukraine, ça grince. Et puis sur le plan de ravitaillement, ça grince aussi. Ce qui fait que les troupes russes aujourd'hui souffrent de ces choses-là, ce qui ralentit même leur avancée ou bien leur marche sur Kiev. Déjà, dans tout ça, il faut aujourd'hui que Poutine se dit avoir le vent en poupe, mais n'a pas totalement le vent en poupe. Et la guerre, là, joue contre contre Poutine. Au niveau de Zelensky, Zelensky avait cru, je pense bien, il a été un peu naïf, c'est vrai, il était un homme de scène, il était un homme de théâtre, et quand il a pris le pouvoir, pour lui, il pouvait compter sur les autres d'une manière naïve. Mais aujourd'hui, vu la situation, il s'est vu qu'il est confronté à lui seul. C'est vrai qu'il est soutenu d'une manière ou d'une autre, mais Zelensky aujourd'hui a le conseil des autres États, notamment des États-Unis. Ça, il faut le reconnaître. Il a des instructeurs qui lui donnent des informations, ce qui fait que sa force militaire essaie un tant soit peu de contenir les Russes. Mais jusqu'à quand, on ne saurait le dire pour le moment. Oui, alors voilà ce qui nous pousse un petit peu à aller vers le prochain volet, le deuxième de cette émission. Monsieur Scott Ritter, c'est un ancien de la Marines, il fait partie du corps de renseignement et de l'intelligentsia américaine. On va l'écouter tout de suite. Il parle d'un entraînement des États-Unis, des Américains donc, pour des nazis qui se trouveraient en Ukraine. On l'écoute tout de suite et on revient. There's neo-Nazis everywhere. Il existe des nazis partout en Ukraine, mais la honte réside dans le fait que des troupes britanniques, canadiennes et américaines exploitent ces nazis. Ils les ont entraînés en leur donnant des techniques de l'OTAN. Et comment exploiter ces équipements? Nous avons déjà entraîné des nazis. We trained Nazis. Voilà, on vient de l'écouter. C'est une affirmation ouverte, claire, je veux dire sans retouche, sans aucune pudeur. Ils affirment clairement que des Canadiens, des Britanniques, mais également des Américains qui font partie de l'OTAN, ont entraîné des nazis ukrainiens en Ukraine. Il le dit, donc c'est une reconnaissance et un témoignage pour ceux qui peut-être pourraient le démentir. Et c'est justement ce point d'achoppement qui aujourd'hui pose problème, puisque de toute façon, depuis le début de l'opération russe, et bien avant, Poutine parlait de dénazification. Et aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, je le cite, « Nous soulignons la nécessité du désarmement et de l'éradication du nazisme en Ukraine afin que tous les habitants jouissent et puissent vivre en paix. » Je me tourne vers vous, Monsieur Karim Ben Saïd, aujourd'hui. Pensez-vous que ce problème de la dénazification serait quelque part derrière ce qui se passe aujourd'hui, à savoir le fait que le président
ukrainien campe sur sa position. Il ne veut pas aller vers un statut de neutralité. Alors franchement, cette fois, je ne vais pas être naïf et penser que la guerre que fait aujourd'hui Poutine à l'Ukraine a pour objet la dénazification de l'Ukraine. Pas que, effectivement, parce que les extrémistes, on sait que les extrémistes existent partout dans les pays. Et vous avez passé donc cet extrait donc de ce monsieur qui affirme que qui est un ancien de la marine. Absolument, avoir entraîné donc des nazis. On peut pas, je pense, se fier à une seule déclaration. Il faut écouter peut-être le contre-discours. Mais évidemment, il y a des extrémistes partout en Ukraine, en Russie et ailleurs. Vous le savez aussi bien que moi. Alors, sauf que, effectivement, le problème est là. Donc, je ne pense pas, moi, franchement, que l'objectif est la dénazification. Après, moi, là où je suis d'accord avec mon collègue, c'est que, effectivement, il y aura de graves conséquences, et notamment pour la Russie, surtout pour la Russie, puisque à moyen terme, eh bien, la Russie va se retrouver dans un isolement peut-être diplomatique, peut-être qu'ils vont se tourner vers d'autres partenaires, mais il y aura irrémédiablement un remodelage du paysage géopolitique et des alliances. Aujourd'hui, l'Europe veut vraiment se défaire de cette dépendance au gaz russe, et donc on pense effectivement qu'il y aura de graves conséquences. Là où je ne suis pas d'accord avec mon collègue, c'est cette notion de folie de Poutine. C'est un monsieur fou qui veut envahir, mettre à genoux l'Ukraine. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas qu'un homme d'État de sa trempe, en tout cas, quand on voit la carrière qu'il fait en Russie, on ne pense pas que une guerre soit vraiment faite pour vraiment sur un coup de tête pour anéantir un peuple et mettre à genoux une nation. Absolument, je ne pense pas, malgré les déclarations qui disent que voilà, Poutine dit que l'Ukraine n'a jamais été un pays, tout ça, mais je pense que la véritable problématique est vraiment le centre de toutes les négociations, c'est vraiment la sécurisation des frontières de la Russie. Et là, je pense que c'est légitime. La volonté de la Russie de sécuriser ses frontières est quelque chose d'assez relativement légitime. Oui. Oui, vous souhaitez peut-être réagir, Monsieur Kofi-Gan? Oui, exactement. Oui, il y a une sauvegarder ses frontières, mais sauvegarder ses frontières, ça ne veut pas dire annexer la Crimée. Déjà en 2014, Poutine a annexé la Crimée et tout le monde s'est tué. Est-ce que pour sauvegarder sa frontière, c'est activer les pro-russes qui sont en Ukraine pour que ces pro-russes vandalisent les... On vous reçoit très mal. On va revenir vers vous, Monsieur Kofi-Gan, parce que la liaison est très très mal établie. Monsieur Kofi-Gan, ne partez pas. Voilà, on revient vers vous, Monsieur Karim Ben Saïd, et vous faites bien de le rappeler parce que vous dites que c'est beaucoup plus pour sécuriser ses frontières. Au fait, j'allais dire, est-ce que si on avait écouté un petit peu Vladimir Poutine depuis plus de 20 ans déjà ou de 10 ans déjà, est-ce qu'on en serait arrivé à cette situation? Pourquoi l'Occident fait preuve d'un autisme, je dirais, terrifiant, presque même surprenant, de ne pas écouter Poutine? Alors, effectivement, la Russie, malgré qu'il n'y avait plus officiellement une guerre froide, effectivement, la Russie restait un grand pays, effectivement, qui suscite la méfiance des Occidentaux. Et Poutine n'a pas été écouté. Il est considéré comme un dictateur. Et même quand il s'agit de traiter sur la question, moi, j'analyse beaucoup le contenu médiatique, notamment des médias occidentaux, et finalement on va uniquement se concentrer sur les droits de l'homme, sur le vote, le droit international, l'interdiction des
Voilà, mais pas sur donc la volonté effectivement de la Russie aussi en tant que grand pays de pouvoir vivre en paix dans une région qui est vraiment elle est vraiment à la frontière de l'OTAN, et on peut comprendre si nous sommes on peut évidemment, et moi j'ai commencé mes propos par dire que la guerre est terrible, effectivement, mais on peut comprendre d'un point de vue russe que la situation soit vécue comme un danger si jamais l'Ukraine intègre l'OTAN, ou en tout cas même se rapproche un petit peu plus des États-Unis, par exemple. Et finalement, la guerre froide n'a jamais cessé. Et elle n'a jamais été aussi froide que depuis quelques temps. Absolument, oui. Exactement. Oui. Et juste pour préciser, encore une fois, pour rejoindre mon collègue qui fait bien de le rappeler, la situation économique, c'est-à-dire que la Russie aujourd'hui est en train de prendre un risque énorme, et peut-être que finalement il y aura un retour donc de boomerang pour la Russie suite à cette guerre, puisque vraiment sur le plan économique, la Russie, si on la compare par exemple au PIB du Texas, c'est à peu près l'équivalent du PIB du Texas aux États-Unis. Donc ce n'est pas, c'est vrai que c'est un pays énorme, c'est vrai que c'est un pays qui détient la bombe nucléaire, mais sur le plan économique, c'est un pays relativement fragile, et effectivement donc les conséquences économiques seront terribles aussi pour les Russes. Oui. Alors, j'allais dire que Poutine, donc il y avait quelque temps, il avait déjà anticipé, on a l'impression qu'il avait déjà anticipé d'être exclu économiquement parlant et financièrement parlant du marché européen. Il était déjà tourné il y a quelques années vers l'Asie. On aura compris qu'il est membre du BRIC. Et donc, il y a eu quand même un coup d'avance qui va lui permettre peut-être pour quelque temps de s'émanciper de cette interdépendance commerciale, économique avec l'Europe. Est-ce le cas pour les Européens et bien entendu pour les États-Unis ? C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il y aura un remodelage donc de la situation géopolitique, des alliances stratégiques, et donc finalement il faudra attendre la fin de cette guerre pour déterminer qui est gagnant, qui est perdant dans cette guerre-là, puisqu'on va voir les conséquences. Ce n'est pas autant la guerre en elle-même qui est terrible, mais après les alliances qui vont se faire. Effectivement, la Russie va se tourner vers l'Asie, vers les pays du BRIC, mais est-ce que ça sera suffisant pour la Russie pour maintenir une économie pérenne, quand on voit ses difficultés, même avec donc ses exportations vers l'Europe. Donc vraiment, il faut surveiller la stratégie. Il y a une stratégie sur plusieurs années qui est en train d'être faite par l'Europe. Oui. Excusez-moi. Oui, on va y revenir justement vers cet aspect, Monsieur Karim Ben Saïd. Restez avec nous. Je me tourne vers vous, Monsieur Nicolas Kofi-Gan. Pensez-vous aujourd'hui que la Russie prépare une survie sans le marché ou les débouchés européens? Monsieur Kofi-Gan, vous êtes toujours là? La liaison est un peu difficile, oui, vous dites... Oui, alors je disais, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la Russie prépare une survie sans le marché et le débouché européen? La liaison, ça pose problème, je ne vous saisis pas. Ah, donc, vous ne m'entendez pas. Le temps que cela soit rétabli, je vais passer au troisième volet. Le troisième volet, c'est carrément le dossier nucléaire. Kiev qui envisage d'acquérir des armes nucléaires. Ce n'est pas la mienne, cette confirmation, mais bien celle du président russe Vladimir Poutine. Monsieur Karim Ben Saïd, aujourd'hui, Moscou et le président russe confirme que c'est bel et bien ce que envisageait de faire Kiev, c'est-à-dire carrément préparer l'arme nucléaire, et que par conséquent, ça explique un petit peu cette opération, puisque de toute façon, c'est une opération pour se défendre, parce qu'ils ne veulent pas avoir d'un territoire hostile à la Russie, à son pays. Et donc, c'était pour se défendre. Qu'en pensez-vous, Monsieur Karim? Oui, ça peut être le cas. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Allez-y. Oui, alors, en fait, ça pourrait être le cas, effectivement, mais la vraie problématique, c'est que, encore une fois, si l'Ukraine arrive à obtenir la bombe nucléaire, il y aura finalement un équilibre de la terreur, et donc,
une impossibilité pour la Russie de sécuriser ses frontières. Et donc, si jamais l'Ukraine arrive à avoir la bombe nucléaire, évidemment, la Russie ne peut plus véritablement l'anéantir ou la mettre à genoux, comme disait notre collègue. Après, sur la réalité, est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est véritablement le cas? Moi, je me souviens donc de Colin Powell qui brandit donc l'anthrax aux Nations Unies. Oui. Et donc je me méfie un petit peu de ce genre de déclaration, mais effectivement, si jamais l'Ukraine arrive à détenir une bombe nucléaire, il y aura évidemment un équilibre de la terreur qui fera que la Russie sera mal en point. C'est-à-dire que la Russie, au fait, ne tolérera jamais que les viseurs des missiles soient tournés contre son pays. Et c'est ce qu'elle exige, c'est-à-dire une démarcation et un désarmement, parce que quelque part, la Russie n'a pas les moyens de rentrer dans une course effrénée pour le désarmement très sophistiqué. Les États-Unis peut-être peuvent le faire, mais pas la Russie. Et c'est pour cette raison aussi qu'elle veut des garanties par écrit, des garanties réelles. Et peut-être que c'est cette Ukraine qui est en train de déstabiliser quelque part le sommeil des Russes. Monsieur Kofi Gan, ma question s'adresse à vous aujourd'hui. Alors, si vous êtes là, oui. Voilà, oui, je disais, comme on discutait donc avec notre invité, Monsieur Karim Ben Saïd, est-ce que aujourd'hui le danger nucléaire ukrainien est une réalité, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit de la part ou une stratégie russe, ou est-ce que c'est réellement l'Ukraine envisageait de posséder cette arme nucléaire? En fait, aujourd'hui, tout pays veut avoir cette arme nucléaire. Et le danger ukrainien, on ne dira pas que c'est un danger. Puisque la Russie a des bombes nucléaires, est-ce que la Russie constitue un danger? Les États-Unis ont la bombe nucléaire, est-ce que les États-Unis constituent un danger? Et pourquoi l'Ukraine doit constituer un danger? Voilà, c'est la question que moi je me pose. Parce que ça serait un enfreint des accords de Varsovie et de Minsk. Pardon? Parce qu'on enfreindrait quelque part les accords de Minsk, que les pays oui, exactement, les accords de Minsk, oui. Mais est-ce qu'on parle des accords de Minsk? Pourquoi ne pas aller sur les accords maintenant pour interdire à l'Ukraine de dire non, il y a les accords que vous voulez et vous ne voulez pas respecter les accords. Allons maintenant sur les négociations pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Que de vouloir maintenant détruire l'Ukraine par les armes. Non. Quand on parle d'accord, c'est parce qu'il y a dialogue. Et s'il y a dialogue, c'est parce que les gens doivent se parler. Tant qu'on voit que quelqu'un veut enfreindre aux règles de l'accord, on l'appelle à la raison, mais on ne l'agresse pas militairement. C'est ce que Poutine n'a pas su faire. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Oui. Même si l'Ukraine constitue un danger aujourd'hui parce que l'Ukraine veut développer des armes nucléaires, je pense que quand on parle d'accord, c'est parce que les deux se sont assis sur une table, des gens sont assis devant une table et ils ont pris des décisions. Maintenant, si quelqu'un veut enfreindre aux règles, on le ramène à la raison. Ça n'a pas été fait. Mais est-ce que c'est l'invasion militaire là qui va régler la situation? C'est ce que moi je dis, je déplore. Aujourd'hui, nous avons des centaines d'enfants qui sont tués, des bébés d'ailleurs, des autres qui sont tués, des infrastructures détruites. Vous convenez avec moi que la reconstruction de l'Ukraine va encore poser des problèmes. Voilà en quelque sorte ce que moi je déplore dans ça. Oui. Alors, Monsieur Karim Ben Saïd, longtemps, on a dit que justement la Russie a été exclue des négociations de l'Europe, de l'OTAN. On n'a pas considéré comme un interlocuteur direct avec lequel on aurait pu construire quelque chose de constructif, même si je ne veux pas faire de jeu de mots. On dit, Kissinger, pour ne pas le citer, avait dit il avait affirmé que durant ces dernières années, que c'était une folie de ne jamais tenir compte de la volonté des Russes et de ne pas avoir l'OTAN et ses missiles à leur porte. Alors voilà, c'est un témoignage qui vient d'un ancien diplomate américain et qui sait apparemment de quoi il parle, M. Karim Ben Saïd. Alors aujourd'hui, pour ne pas faire dans le jugement, est-ce que l'opération russe est juste ou pas? Alors, c'est très difficile de répondre directement à cette question, puisque c'est vraiment... De la justesse, pas de la justice. Voilà, je ne sais pas si elle est juste ou pas, mais en tout cas, on comprend
évidemment les craintes de la Russie. Et encore une fois, moi je vais faire mon discours peut-être là-dessus ce soir, mais vraiment je suis contre ce discours qui véhicule que Poutine est un fou, qui veut envahir l'Europe, qui veut mettre à genoux l'Europe, qui veut mettre à genoux l'Ukraine. Je suis contre ce type de discours. Après, effectivement, ce que pensent les Occidentaux, c'est que la démocratie peut tout. Et que si la Russie bascule entre guillemets dans la démocratie, eh bien ça sera le tour est joué et la Russie tombera et finalement rejoindra le rang des Occidentaux. C'est de cette manière finalement que réfléchissent les Occidentaux, les analystes occidentaux, et je pense que c'est une mauvaise interprétation de la réalité. On voit aujourd'hui les conséquences de cette stratégie. On a longtemps ignoré la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, la Russie dit voilà, je suis un acteur vraiment sur la scène et je ne peux pas me laisser marcher sur les pieds comme ça sans réagir, même si cela va me coûter sur le plan économique. Oui. Ça va. Oui. Monsieur Karim Ben Saïd, j'aimerais rappeler certains faits. L'Europe n'a pas tenu compte des demandes russes alors que ceux-ci, c'est-à-dire les Russes, ont aboli le pacte de Varsovie. Je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous, monsieur Ben Saïd. Poutine, oui. Voilà, donc le temps qu'on récupère notre ami Karim Ben Saïd, je disais que l'Europe n'a pas tenu compte des demandes russes alors que ceux-ci ont aboli le pacte de Varsovie. Poutine voulait en fait un accord de sécurité européen, c'est tout ce qu'il voulait. Il voulait un accord de sécurité européen qui garantisse les droits de son pays et qui garantisse la sécurité de ses frontières, de son tracé avec les pays voisins comme l'ont fait la Finlande, l'Islande et la Norvège apparemment, et c'est juste que l'Ukraine n'a pas voulu signer ces accords. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait un accord de sécurité et les Américains n'ont pas ratifié les accords de sécurité ou de limitation des armes et des limitations de la présence. Et donc, qui a finalement, si vous voulez, violé les pactes, que ce soit les accords de Minsk ou le pacte de Varsovie, on l'aura compris, à chaque fois, c'était le côté occidental et plus précisément les Américains qui se sont retirés à chaque fois qu'il fallait ratifier les accords de limitation, laissant Poutine et les Russes, je dirais, seuls devant leurs revendications. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec notre ami Karim Ben Saïd. Je disais que justement les Russes n'ont pas été écoutés jusque-là. Et si on avait peut-être pris la peine d'écouter les Russes, on n'en serait pas arrivé peut-être à cette opération militaire aujourd'hui de la Russie et de Poutine. Ça fait depuis 20 ans. On n'a jamais, comme je disais, écouté le président russe. Mais il est peut-être nécessaire de rappeler quelques faits dans ce sens. Nous avons par exemple les différentes actions qui ont été faites par l'OTAN qui a bombardé l'ex-Yougoslavie, elle a créé le Kosovo sans l'accord des Nations Unies, et ça on le dit jamais. Quand les nations building avec la guerre en Irak suite à Anthrax, et on se rappelle très bien, puisque notre invité Karim Ben Saïd vient de le rappeler, de Colin Powell qui parlait de existence et de présence d'armes de destruction massive en Irak. C'est ce qui a justifié un prétexte fait en toutes pièces, c'est ce qui a justifié l'invasion américaine en Irak, et on voit maintenant la situation de ce pays, dans quel état il se trouve. Quant à la Libye, on n'en parle même pas, même si l'Europe a prétexté de l'accord des Nations Unies à l'époque, disons que nous sommes intervenus parce qu'on a fait appel à nous, parce qu'il fallait une présence étrangère. Mais de toute façon, vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Libye, on se retrouve avec une anarchie politique sans précédent, 2 chefs de gouvernement, avec un parlement et carrément un gouvernement qui ne s'entendent pas. Donc, dans toutes ces guerres livrées ont été au nom de la démocratie,
C'était bien. Même si les guerres et les interventions transgressaient le droit international, c'était quelque part un mal pour un bien. Mais aujourd'hui, l'opération de Poutine est très critiquée justement parce qu'on lui reproche d'avoir transgressé toutes les règles de bienséance et du droit international. Monsieur Karim Ben Saïd, qu'en pensez-vous? Excusez-moi, je n'ai pas écouté la question. Monsieur Karim, vous êtes toujours avec nous? Je suis avec vous, je Oui. n'ai pas entendu la question. Je reprends. Je disais que lorsqu'il s'agissait de l'Irak ou que de la Libye ou même encore de l'ex-Yougoslavie, lorsque les Américains ont bombardé pour créer un Kosovo sans l'accord des Nations Unies, en transgressant tout le droit international, là, personne ne disait rien parce que c'était au nom de la démocratie et à la limite, on disait que c'était un mal pour un bien. Donc, vous voyez, aujourd'hui, pourquoi le son de cloche de cette manière n'est pas entendu? On dit aujourd'hui que c'est carrément l'opération russe est une transgression du droit international, alors que par le passé, ce droit international a été souvent transgressé par les Américains. Alors, ce qui fait un petit peu peut-être la particularité de l'Ukraine, c'est que l'Ukraine est considérée comme un pays démocratique et donc finalement, c'est un pays démocratique à la frontière de l'Europe également, il ne faut pas l'oublier, et l'Ukraine est un pays démocratique. Donc, pour l'Irak, c'était une dictature, pour d'autres pays, c'était aussi une dictature, mais là, il y a véritablement, pour les Européens, c'est pour ça qu'il y a vraiment un problème et qu'il faut se mettre autour d'une table et discuter de vraies solutions, écouter les craintes des uns et des autres et essayer de trouver un accord qui va correspondre à tout le monde, puisque donc l'Ukraine est un pays démocratique qui a souverainement, qui aurait souverainement choisi de passer du côté de l'Occident et donc de vouloir intégrer l'OTAN, de vouloir intégrer l'Union européenne, qui a été envahi par un autre pays qui lui refuse ce droit-là, ce droit de choisir son destin. Et donc on comprend, la situation est complexe, peut-être on interpréterait mes propos de tout à l'heure comme un soutien à l'opération militaire russe, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, mais ce que je voudrais dire, c'est que la situation est très, très, très complexe. Et comme vous le disiez à juste titre, il faut commencer à écouter la Russie et à bien négocier avec la Russie pour préserver les droits de tout le monde, et de l'Europe et de la Russie, et vivre peut-être, et là je reviens peut-être à mon côté naïf, et faire en sorte que cette terre soit un havre de paix pour tout le monde. Je pense que la coopération, que la négociation est vraiment, c'est vraiment la finalité de toute chose. Même après la guerre, on va se mettre autour d'une table et négocier. Vous disiez tout à l'heure que peut-être on pourrait parvenir à un accord au mois de mai, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, c'est le négociateur qui l'avait déclaré, M. Karim Ben Saïd, ce n'était pas moi. C'est pour ça que je me posais la question. Vous l'avez rappelé, effectivement, mais vous vous rendez compte que 2 mois, ce que signifie 2 mois pour un peuple, pour des gens qui sont sous les bombes, mais c'est vraiment terrible. C'est vraiment de réfugiés. Il faudrait vraiment trouver un accord très, très rapidement. J'espère que peut-être ils vous écouteront, Monsieur Karim Ben Saïd, dans tous les cas, je l'espère. Juste pour revenir à ces retombées de sanctions de part et d'autre, hier on l'avait vu, Poutine avait réagi en imposant des sanctions à la phase ou à la classe dirigeante américaine. Alors que peuvent ces sanctions, quel impact ont-ils? Est-ce que ces sanctions ont-elles réellement un impact sur ces personnalités? D'ailleurs, il le dit aujourd'hui, contrairement à l'Occident, je cite donc Poutine, nous respecterons les droits de propriété des entreprises étrangères. Ce qui veut dire que nous faisons des sanctions, mais nous restons quand même moraux puisque nous ne voulons pas porter atteinte aux entreprises qui sont déjà investies chez nous, mais juste les personnalités politiques. Quel impact de ces sanctions ? Évidemment, parce que la Russie dit ça effectivement pour ne pas aussi perdre sur le plan économique, perdre ces entreprises qui emploient des Russes et tout ça. Donc ça c'est un peu compréhensible. Mais quand on parle de sanctions,
il y a effectivement ce que Macron, ou en tout cas les proches de Macron avaient appelé l'effort de guerre. Donc effectivement, l'Europe et les États-Unis vont faire un effort de guerre, c'est-à-dire que les citoyens européens et les citoyens américains vont ressentir effectivement ce poids de l'effort de guerre, puisque l'Occident est indirectement en guerre avec la Russie aujourd'hui, avec l'Ukraine par Ukraine interposée, mais il ne faut pas se voiler la face. Le grand perdant sur le plan... Oui, nous sommes pris par le temps, Monsieur Karim Ben Saïd. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais l'idée est passée, le message est bien passé. Monsieur Karim Ben Saïd, je vous remercie d'avoir participé à l'enrichissement de ce débat aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste tunisien, que vous étiez avec nous à partir de Tunis. Je remercie également notre invité Nicolas Kofigan, analyste politique et directeur de l'agence Presse Afrique Monde. Il était avec nous à partir de Lomé, la capitale togolaise. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin notre émission. Je vous remercie pour votre attention. Tout de suite, vous retrouverez le journal de 19h qui vous sera présenté par Fatma Menni.